and also lend us all these images that you are seeing around you tonight and more. So just to start, I want to thank her again for her presence, for her generosity, and for her amazing energy. Just before we start, sort of fully this conversation, I'll just say a few words of what this event meant to organize, as Madeleine sort of touched upon earlier on. So the conversation I'm going to have with these two ladies, now with Safia and then with Miriam, are both conversations that are part of the work that I do, which is working on the Algerian Revolution, on the memory of the Algerian Revolution, on the way this moment is narrated, but it's also a way for me to think about how a personal journey, personal story, sort of like it intersects with something that's sort of, that's wider than that. So Safia Kouassi is my aunt, and Safia Kouassi is the cousin of Miriam, who is my mother. So I'm going to have a conversation with my aunt and my mother in front of you. And yes, and it's also for me a way, to think about that, right? To think, because the first way this history came to me was through these women. Because Safia is going to talk a lot about Mohamed Kouassi, but Safia should talk also about her journey as a militant, during the Algerian Revolution. Same thing for Miriam, So the history is also further the history that is shared in families. That's how, this transmission takes place. So it's interesting for me to try to make this sort of connection here between, thinking something that's wider, trying to produce knowledge and to produce work, and at the same time, apprehending and interacting with a story that is very sensitive and a story that is very personal. So we're going to try to do this experiment in front of you tonight, and hopefully you'll enjoy this conversation that will take place in French. So thank you so much for being here, and we're going to start now. I'll do a full translation. Je traduirai tout tout à l'heure. Je donne le micro. Il faut remercier tout le monde, je vous remercie. Il faut parler dans le micro pour que je vais allumer les micros. Vous nous entendez? Le mien est un peu fort. Vous m'entendez? Alors, je disais en fait que très rapidement que je te remerciais d'être là avec nous, d'avoir cette générosité d'être venu d'Algérie pour être présente ce soir, cette générosité d'avoir partagé toutes ces images qui sont là. Il y en a beaucoup d'autres, mais on a dû faire un choix, une sélection. Je sais que tu aurais aimé que certaines images soient montrées que je n'ai pas mises, donc je m'en excuse publiquement. Mais voilà, donc ça commençait avec ça, de remercier, d'expliquer aussi qu'on est dans une histoire qui est à la fois une histoire générale, mais aussi une histoire personnelle. Les photos qu'on a derrière nous, on va traverser les photos de Mohamed Kouassi et on va discuter avec Safia, et qui était présent dans la plupart de ces moments pour qu'elle nous éclaire un peu à la fois sur son parcours et aussi sur ce que représentent ces photos. Alors je vais donner le contexte très rapidement à chaque fois et je vais te demander, s'il te plaît, de parler un peu de ces photos. Donc ce que vous voyez derrière nous, c'est ce train avec écrit Algérie comme ça dessus. C'est un train qui part de Paris, qui va jusqu'en URSS en 1957 pour rejoindre le Festival de la Jeunesse à Moscou. Dans une des fenêtres, une petite tête qui sort en haut à droite, c'est Safia Kouassi, qui est là avec nous ce soir et qui fait partie de cette troupe qui va vers Moscou. Ce que vous voyez en dessous, c'est le drapeau algérien. Et la première fois que le drapeau algérien flotte dans un contexte public où les Algériens auraient dû marcher avec les Français, c'est en 1957, mais ont refusé, ont sorti leur drapeau. Je ne vais pas raconter l'histoire, c'est elle qui va le faire. Et sur les côtés, vous voyez aussi tous ces artistes, en fait, la délégation algérienne qui marche dans le stade de Moscou en 1957. La dame voilée aussi, dans la photo à gauche, c'est Safia Kouassi. Voilà. Donc est-ce que, s'il te plaît, tu peux nous raconter, nous dire qu'est-ce que ce train, qu'est-ce que c'est, qui sont ces gens qui sont assis devant et pourquoi vous êtes allé à Moscou? Alors, vas-y. C'est un wagon simplement ici, parce qu'il y a tous les autres wagons, et chaque wagon contenait une délégation. Alors ça, c'est la délégation algérienne.
Alors elle est composée d'artistes, de footballeurs, d'étudiants, et c'était la Fédération de France qui l'a organisée. Ce sont les étudiants qui ont organisé ça. Donc on est en 57 simplement. Parce qu'il y a eu d'autres événements, beaucoup d'autres événements avant 57. Et là, on partait à Moscou. Et à chaque année, à chaque pays, on s'arrêtait. Et tout le monde, on venait vers nous. Et... Arrivé à Moscou, on est dans le stade. On est dans le stade. Et voilà, on avait le drapeau pour la première fois. Le drapeau n'avait rien figuré. Mais malheureusement, la délégation française avait la prise. Et il a fallu que les présidents, Khrouchtchev et Poutine, interviennent, sinon il y aurait eu quand même un problème, un très gros problème. Et on a quand même défilé. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez préparé, ce drapeau? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez préparé, montrer ce drapeau et défiler sous ce drapeau dans le stade olympique de Moscou, ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu spontanément? C'était normal, c'était une chose normale. Mais est-ce que c'était préparé à l'avance? Est-ce que vous aviez... Avec les Algériens, bien sûr, c'était préparé. Et vous avez été surpris par la répercussion, hein? On a été très très surpris par la réaction vraiment de la délégation française. On a été très très surpris. Et ça a été vraiment un incident diplomatique. Yes. Ça a été vraiment un incident diplomatique. Mais enfin, on a défilé quand même. Mais en fait, mais c'est plus les répercussions de ce voyage et de ce drapeau sont plus larges que ça. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous êtes rentré de Moscou? À Moscou, bien sûr, tout s'est très bien passé. Il y avait toutes les festivités. Et c'était le Festival international de la jeunesse. Donc il y avait toutes les festivités, tous les pays, bon, c'était grandiose. Mais il fallait retourner à Paris, bien sûr. Et Vous étiez basé à Paris à ce moment-là. Et c'est au retour de Paris, on a été arrêté par la France, par les policiers et tout, en Allemagne. C'est là où toute la délégation était fichée. Parce qu'on était des clandestins à ce moment-là. On n'était pas, il n'y avait pas de gouvernement, on était des... Comment on appelle ça? Oui, des clandestins. Des clandestins. Bon, enfin. Et voilà. Alors, arrivé à Paris, beaucoup ont été arrêtés. Et d'autres ont été ils sont partis soit à Tunis, soit au Maroc. C'est-à-dire ils ont essayé de sauver cette école. Mais beaucoup ont été arrêtés tout de suite après Moscou. Qu'est-ce qui t'est arrivé à toi à ce moment-là? Parce que tu étais basé à Paris. À ce moment-là, tu étais basé à Paris. Et qu'est-ce qui s'est passé pour toi après ce voyage-là? Où est-ce que tu es parti? Est-ce que tu es resté à Paris ou est-ce que tu as été envoyé ailleurs? Non, après, je l'ai dit quelqu'un ont été arrêtés, dont le président de la délégation, Jean Messi, a été arrêté. Oui, beaucoup ont été arrêtés, et donc le président de la délégation, Jean Messi, il a été arrêté tout de suite et envoyé à Alger. Mais toi, qu'est-ce qui t'est arrivé à toi? Moi après, et enfin c'est toujours le front si tu veux, et ils passent à la maison et ils me disent voilà, préparez-vous pour partir. Vous pouvez partir le lendemain, dans un mois, dans 2 mois, mais soyez prêts simplement. Il fallait être prêt. Et le jour est arrivé, on est parti, on était sur le départ pour Tunis. Et on a fait plusieurs pays pour arriver à Tunis. Parce qu'on ne pouvait pas rester, parce qu'on était des clandestins. Et alors, on est arrivé en Italie. En Italie, la France nous arrête aussi. Il y avait la frontière. Qu'est-ce que vous allez faire? Bon, on va en vacances, bien sûr. Et moi, comme imbécile, j'ai pris un dictionnaire avec moi. Qu'est-ce que vous allez faire avec un dictionnaire? On ne va pas en vacances avec un dictionnaire. Donc, on a été mis de côté pendant presque une demi-journée. Mais ça a eu des répercussions parce que dans chaque ville, il y a un représentant de l'Algérie qui vous attend. Parce qu'on ne pouvait pas rentrer en Tunisie comme ça facilement. Il fallait montrer patte blanche aussi, il fallait montrer le papier du front.
de la fédération. Alors à chaque ville et à chaque pays, il fallait montrer ce papier. On est arrivé en Tunisie. En Tunisie, on arrive. C'est le ministère de l'Intérieur qui attend. Et là, on vous enlève tous vos papiers. Alors vous ne pouvez ni sortir, ni rentrer. Vous ne sortirez qu'avec l'autorisation du France. Ça a été quand même bien organisé, très très bien organisé, pour qu'il n'y ait pas de fuite. Qu'il n'y ait pas de fuite, parce que tout le monde ne pouvait pas rentrer en Tunisie, il y avait toujours des fuites. Donc voilà, ce sont des précautions qui étaient prises. Voilà. On est arrivé à Tunis. Là, c'est bien après. Là, On est plus tard. Vous êtes organisé à ce moment-là. Alors, parlons en fait de ça d'abord dans ce cas-là. Qu'est-ce qu'on voit sur ces photos? Il y a deux photos de ces hommes attablés. Qui sont ces gens qu'on voit sur ces photos et où sommes-nous? Le premier, c'est le premier gouvernement dont le président, c'est Farhat Abbas. Et le deuxième, c'était en 60, je crois, 2 ans. Et quand on parle de gouvernement, on parle de gouvernement provisoire et pour un pays qui n'existe pas encore. Donc ces deux gouvernements sont basés à Tunis. Vous avez en haut le premier gouvernement avec Farhat Abbas comme président et en dessous le deuxième gouvernement avec Ben Khadda. Non, mais avec le gouvernement provisoire, c'est que l'Algérie a été reconnue par les pays. Parce qu'avant, l'Algérie n'était pas reconnue, c'était pas un pays, c'était une colonie simplement. Donc, on n'était pas reconnu, mais le gouvernement a été formé en 58, en septembre 58. C'est à partir de là que l'Algérie a été reconnue officiellement par beaucoup de pays. Les pays de l'Est, par contre, l'Amérique aussi, certains pays. Parce qu'il y avait la cohorte Kennedy, donc elle était reconnue. Il y avait Moscou aussi qui a reconnu l'Algérie. Les pays arabes, bien sûr. Tu es arrivé à Tunis à quel moment? En 1957 ou en 1958? Et quand est-ce que le premier GPRA a été créé? En novembre 58. Qu'est-ce qui se passe entre mars et novembre? C'est la mise en place des institutions. C'est quoi l'atmosphère à Tunis à ce moment-là? Il n'y a pas de ministère. Tu sais, c'est un peu l'anarchie. Tu es placé, on te dit d'aller là, ben tu es là. Simplement, tu fais telle chose. C'est après la formation qu'il y a eu des ministères. Il y a eu le ministère de la formation, le ministère des armées, le ministère des affaires sociales, en fait, tous les ministères existaient. Et là, tu sais où tu vas après. Il y a un vrai changement qui se passe donc à ce moment-là, une fois que le GPRA est créé, une fois que ces ministères sont créés, ça se structure à ce moment-là. Ça s'organise, on passe de l'anarchie dont tu parlais à quelque chose qui est plus organisé, c'est ça? C'est-à-dire anarchie, mais quand même il y avait une organisation. Puisqu'on est parti à Moscou, parce qu'il y avait quand même une organisation assez importante. Mais ce que je veux dire vis-à-vis des pays, quand un pays te reconnaît, il faut bien que tu te reconnaisses avec une base. Donc la base, c'est le gouvernement. C'est un gouvernement. Donc, voilà. Après le gouvernement, on a été reconnu. Qu'est-ce que toi tu faisais à cette époque-là, entre mars 58, entre la formation du gouvernement? Quelle était ton activité? Je ne peux pas dire que j'étais dans un ministère, j'étais dans la troupe artistique. Qu'est-ce que tu faisais dans cette troupe artistique? Tu sais, quand tu es là-bas, tu fais tout. Tout ce qui te tombe sur la main, tu ne peux pas dire je ne fais pas ça ou bien. Tu fais tout ce qui te tombe. Moi, j'ai pas fait. J'ai fait de la cuisine, j'ai fait de la couture, j'ai soigné des malades, je suis allée dans les maisons d'enfants, enfin, voilà. Partout, tu sais, quand il y avait quelque chose à faire, j'y étais. Voilà. Est-ce que maintenant je peux revenir à ces images-là et parler aussi du travail de Kouassi, parler de El Modjahid, donc l'organe du FLN, et parler de la manière dont il a organisé le service photographique, le service image, une fois que ce service a été créé, 58. Est-ce que tu veux parler de ça? Il y avait le ministère de l'Information. Et c'est là où on savait où on allait vraiment.
Kouassi a été appelé au ministère de l'Information, donc il a formé le service public. Et moi, j'étais au ministère dans le secrétariat du ministère. Qui sont ces gens, par exemple, le type qui lit l'humanité, là, qui est cette personne? Ces gens-là, je les ai côtoyés au ministère de l'Information. Il y avait, bon, le journal du Moudjahid a été créé. Pourquoi je te dis qu'il y a eu quand même, c'était pas l'anarchie totale? Parce que le journal Moudjahid a existé avant la formation du gouvernement. Bien avant. Et là, c'est la suite. Et là, ça est devenu voilà, un journal officiel. On avait discuté un petit peu dans les semaines passées et tu expliquais que Kouassi et toi aviez deux activités séparées. Ah oui. Tu peux parler de ça justement? Non, c'est pareil. L'un ne savait pas ce que faisait l'autre. Moi, je pouvais m'absenter 15 jours, Kouassi ne savait pas où j'étais. Où est-ce que tu étais? Il n'avait pas le droit de demander où j'étais. Voilà. C'était encore voilà. C'est pas clandestin, mais c'était la révolution. Tu voyais ces photos? Est-ce qu'il te les montrait ou est-ce que tu les découvrais dans le journal? Comment tu voyais le travail que lui faisait, ces photos? Ou est-ce que c'est quelque chose que tu voyais pas parce que toi tu travaillais à ce que tu faisais? Mais je faisais quand même, je n'étais pas journaliste, mais j'ai contribué quand même au journal. Donc j'étais avec ce personnel et donc chacun pouvait faire des choses. Tu as été assez proche de Reda Malek, qu'on voit ici. Tu peux dire quelques mots sur lui? C'était quoi son rôle, Reda Malek? Je ne peux pas dire que c'était... Il a été ministre du service. Il était aussi éditeur du Moudjahid, il a dirigé un moment. Oui. Il faisait partie du groupe du Moudjahid. Il faisait partie de... Enfin, il y avait tellement de travail dans le ministère de l'Information. Il y avait aussi le professeur Chollet qui s'occupait des malades. Bien sûr, c'était un médecin. Donc, le matin, il était à l'hôpital et on avait un centre de documentation qui faisait partie du ministère. Il y avait la bibliothèque, le centre de documentation. Chollet travaillait le matin à l'hôpital et l'après-midi, il était au centre de documentation. Mais ce n'est pas parce qu'il était au centre de documentation que c'était son rôle simplement. Donc il faisait partie de l'équipe du Moudjahid. Il faisait plusieurs choses en même temps. Et donc c'était le cas de vous tous, c'est-à-dire que vous faisiez plusieurs choses à la fois pendant tout ce qui était demandé, ce qu'on vous demande. Vous faisiez tous plusieurs choses à la fois. Il était à la fois médecin et travaillait à Moudjahid. Et toi, tu faisais plusieurs choses à la fois. Et moi, j'étais le matin au centre de documentation parce que lui, il était à l'hôpital. Tu parlais d'hôpital. Excuse-moi, tu parlais d'hôpital. Qu'est-ce qu'on voit sur ces photos? Ça, c'est autre chose. Ça, le gouvernement fait parce qu'on pense que la révolution n'a fait que la guerre. On pense que la révolution, c'est toujours la guerre, c'est tout. Mais non, elle a pensé à tout. Dans tous les domaines, elle a œuvré, c'est-à-dire aussi bien dans la santé, dans l'éducation, partout, elle était présente. Elle a formé des... Et entre autres, elle a créé des maisons d'enfants. Pour les jeunes, pour les enfants dont les parents sont morts pendant la guerre et tout, donc elle les a recueillis. Elle a créé des centres et on leur a donné toute une éducation, l'instruction et tout ce qu'il fallait. Voilà. Ça c'est une des maisons d'enfants. Là, c'est un infirmier. Il y a beaucoup d'autres choses. Il y a l'éducation, il y a les cours techniques, il y a tout un système qui se met en place autour de ces maisons d'enfants. Il y a tout un système qui se met en place, qui est l'éducation, qui est la santé, tout est en train de se structurer. Les ministères, tu vois, il y avait des ministères qui se sont créés, bien sûr, le ministère de la Santé, dont les maisons d'enfants font partie du ministère de la Santé. La culture, il y a les artistes et les footballeurs. Et les artistes et les footballeurs avaient un grand rôle, parce qu'ils allaient dans tous les pays. Vous savez, soit jouer, donner des pièces et tout, et les footballeurs jouaient avec des équipes internationales. Donc ils ont représenté l'Algérie partout dans le monde. Et par contre, les footballeurs, tous les footballeurs en général, chacun a été dans une équipe française. Et dès que le front a fait appel à eux, tous sont venus. On dit présent,
Et ils se sont retrouvés tous en Tunisie. Et ça a fait un très très grand bruit. D'ailleurs, Kouassi avait gardé tous les journaux qui ont parlé de ce départ des fondateurs. On doit avancer un peu rapidement, malheureusement. Donc, on avance ici. Et ici, c'est le moment du retour des réfugiés de Tunisie. C'est la fin de la guerre. Là, c'est le départ des réfugiés. De Tunisie. Et même, ils devaient partir, commencer le départ, et commencer à... Juste pour préciser quelque chose, c'est que ce jour-là, en fait, tu es là avec eux. Tu es présente avec eux ce jour-là. J'étais présente avec Cholet. Il y avait Cholet, il y avait sa femme, donc on était là. Il y avait Octave avec. Et le départ commençait à 5 h du matin, parce que c'était le mois de juillet-août, il faisait chaud, il y avait des enfants, il y avait des maladies, alors il n'y avait ni eau, ni nourriture, ni rien. Et puis même l'armée française a essayé de brimer les gens, de brimer pour essayer de retarder le départ. Alors il y avait des enfants qui tombaient, il y avait beaucoup de choses qui se sont passées dans cette journée. Et quand ils ont ouvert les portes, c'était vraiment... Il fallait, parce qu'il y avait même des maladies, il y avait des gens qui étaient malades. Ils ont ouvert les portes après la 8 h du soir, et là pour... Combien de temps ça a duré? Est-ce que ça s'est passé sur une journée? Est-ce que ça s'est passé sur plusieurs jours? Ils étaient des milliers, ils étaient beaucoup, ils étaient nombreux. Et quand ils sont arrivés en Algérie, qui les attendait là-bas? Est-ce qu'il y avait des structures? Est-ce qu'il y avait... Comment tu sais? Il n'y avait pas vraiment une structure. Ils savaient où ils rentraient? C'est-à-dire qu'il y avait un pays? Des vendeurs aussi. Il y en avait tellement qu'une structure ne pouvait pas se faire comme ça. Et c'est un pays nouveau aussi qui veut nouveau parce qu'il n'y avait rien. C'est lié aussi à ce que Samia Reni parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que les villages ont été détruits, les camps ont été créés, donc ils revenaient aussi dans un pays où même peut-être leur village n'existait plus, c'est ça? Ils revenaient dans un pays aussi où même peut-être leur village n'existait plus, parce qu'il avait été détruit, parce qu'il avait... Ils essayaient. Où il y avait des places, c'est-à-dire ils les emmenaient, ils les plaçaient. Parce que chacun ne revenait pas ce qu'il veut dans son village natal ou bien. Ce n'est qu'après que les choses s'arrangent. Nous, au début, c'était l'anarchisme. On va passer sur quelque chose, j'espère, un peu plus joyeux pour terminer. Ça, sont les premiers jours de l'indépendance. Ce sont les mêmes photos qu'on voit au fond qui sont prises par Kouassi. C'est à Alger. Alors, où est-ce que tu es le 5 juillet et qu'est-ce que ça a représenté de rentrer en Algérie? Le 5 juillet, j'étais pas à Alger, j'étais encore... On arrête alors. J'étais encore en Tunisie, j'ai fait le voyage Tunis-Alger en voiture. Donc je suis arrivée 6 jours après. Les liens s'étaient passés. Qu'est-ce qu'il y avait à ce moment-là? Je pense que c'est parce que les photos qu'on connaît, c'est ça, c'est ce moment-là, c'est les premiers jours. Combien de temps ça dure? Toi, si tu arrives 6 jours après, tu arrives vers le 10 juillet, le 11 juillet. 3 jours peut-être, les 3 premiers jours après, bon, ça s'arrête. Qu'est-ce qu'il y avait? Et qu'est-ce qu'il y avait? C'était quoi l'atmosphère quand toi tu es rentré justement? L'atmosphère quand tu es rentré à Alger, qu'est-ce que c'était? Bon, la guerre s'était passée quand même. Toutes ces fêtes-là sont passées. Il y avait plus de calme, tu vois, les gens sont calmes. Mais par contre, ce qu'ils ont gagné, ils ont enlevé le voile. Les femmes ont enlevé le voile. Il y avait déjà ça. Et toi, qu'est-ce que ça représentait de rentrer en Algérie après toutes ces années passées à l'étranger? Parce que j'imagine que de 57 jusqu'à 62, tu as été en France, tu as été en Tunisie, tu as été partout, mais tu n'étais pas en Algérie. Qu'est-ce que ça t'a fait de rentrer à ce moment-là, de pouvoir finalement rentrer? À Alger. Je sais pas, ça a été tellement émouvant, déjà revoir la famille. Ça faisait 6 ans que j'étais absente, donc c'était revoir tout ça, revoir toute sa famille, revoir... Enfin, il y avait déjà ça. Et retrouver Alger sans l'occupation. Il a fallu... Je ne sais même pas, c'est un mélange, on ne sait pas si c'est émouvant, si c'est une joie, on ne sait pas exactement ce qui se passe en soi. Vous voyez, même quand je vois ces photos, pourtant j'ai vécu tout ça, mais il y a des choses qui se passent en soi, vous savez, quand on oublie, quand on les voit les photos, on oublie, mais dès qu'on les voit comme ça,
ça fait quelque chose. J'ai demandé à tellement de gens ce que ça représentait ces photos, ce que ça représentait ce moment. Et alors je disais comme une blague tout à l'heure, la seule chose dont j'ai l'impression que tous les Algériens sont d'accord, c'est ce moment-là. Tout le reste, c'est sujet à discussion. Et en même temps, personne ne peut mettre des mots précis en fait. Personne ne peut mettre des mots précis sur ce moment-là et ce que ça représente. C'est toujours un truc. C'est vrai. Qu'est-ce que j'allais te dire? J'allais te dire justement quelque chose. J'ai oublié. Je crois qu'on a dit beaucoup déjà pour l'instant. On va remercier pour l'instant, on va s'arrêter, on va commencer l'autre conversation et ensuite tu reviendras et on essaiera d'avoir une discussion avec ces gens qui sont là ce soir. D'accord ? Et si tu te rappelles ce que tu voulais me dire, tu me le diras tout à l'heure. D'accord ? Si tu te rappelles ce que tu voulais me dire, tu me le diras tout à l'heure. Tu diras. Pareil, je vais juste présenter très succinctement ce qu'on voit et puis je vais demander de toi d'en parler un peu plus. Donc quand je parle de ces histoires personnelles qui se mélangent aussi à des histoires plus larges, la plus vieille photo que je connais de Mohamed Kouassi, en fait c'est la photo de cette petite fille que vous voyez en haut dans la Casbah d'Alger, et donc cette petite fille qui est avec nous ce soir. Et donc ça se passe probablement en 1942-43, il doit avoir 5 ans. Et il l'a fait poser, elle tient cette poupée, elle se tient derrière elle très solidement comme ça. Et ensuite on fait un saut dans le temps avec cette photo qui se trouve en dessous, qui est une autre photo de Mohamed Kouassi, et donc qui fait partie encore une fois de cet album de famille et cet album personnel, et qui est prise dans le sous-sol de la mosquée de Paris. On est déjà en 57 ou en 58. Et donc cette petite fille est devenue une jeune femme. Et passer d'Algérie à la France. Et autour de ça, ce que vous voyez, ce sont des albums de famille, une famille bourgeoise algéroise. Et en bas, comme ça, à côté de la photo de Meliam, très belle, là, c'est Safia, que vous voyez aussi, sa cousine, parce qu'elle fait partie de l'album de famille. Donc est-ce que tu peux nous parler, s'il te plaît, de ces photos, de nous dire, de nous raconter ce moment d'abord à Alger, ce qui était très rapidement la vie de cette famille à Alger à cette époque, les années 40, les années 50, et ensuite le basculement à Paris à partir de 57. D'accord. Cette photo, c'est une photo qui a été prise par Kouassi, j'avais 6 ans, je crois. Il nous fallait son appareil, il était toujours... et donc c'est la Casbah, c'est là où je suis née, le 25 janvier 1938. C'était une grande maison. On était une grande famille, il y avait les grands-parents, les parents, les oncles, les tantes, parce que c'était vraiment une maison très très grande. Et je crois que c'était la plus belle période de notre vie. Parce qu'on s'aimait, et j'ai grandi dans cette maison jusqu'à jusqu'en 1957. Donc j'ai grandi, j'étais au lycée, j'ai fait mes études. En 1957, je voulais faire du théâtre. Et mes parents m'ont dit, fais d'abord des bonnes études et un diplôme sérieux, et tu fais du théâtre. Si ça marche, tant mieux, sinon tu auras toujours un diplôme qui... Et donc, j'avais passé la journée avec mes amis. Au lycée. Avant qu'on vienne à ça, en fait, comment de cette jeune fille dans une famille bourgeoise à la Casbah, comment commence à soutenir le mouvement d'indépendance, le FLN? C'est quoi ta première participation, en fait? À quel âge? Ma première participation, c'était en début de la Révolution. 54. 54. Il y avait une cellule, on appelait ça des cellules, c'est-à-dire des endroits où il y avait des groupes, aucune cellule ne fonctionnait avec l'autre. Et là, la première chose que je faisais, je brodais des pavillons pour les combattants. Donc, des drapeaux algériens. Donc, quand je revenais du lycée, je m'enfermais dans ma chambre et je cousais, je brodais ces pavillons. J'en ai fait, je ne sais pas, des centaines, des milliers, je ne sais pas, mais en tout cas, c'était une chose que je faisais jusqu'en 55. Et puis je donnais ces pavillons à cette cellule qui les envoyait à Monakim, etc. Et en 55, on m'a demandé maintenant, il faut faire partie de l'organisation, c'est-à-dire être agent de liaison.
comme tous les documents, il y avait tous les documents qui venaient du maquis, des documents qui venaient des gouvernements à l'extérieur, au plan du FLN, etc., les remettre aux personnes sur place. Et donc, c'était ce que je faisais tous les jours en sortant du lycée, dans mon cartable. Je récupérais les documents, je rencontrais la personne rapidement, je lui donnais les dossiers. Et c'est comme ça que j'ai mon combat, si vous voulez, dans la Révolution algérienne, c'était ça. Et justement, c'est ça. Comment on passe finalement de la petite fille qui est dans la Casbah d'Alger à la jeune femme qui se retrouve à Paris? C'est quoi ce basculement? Oui, donc ça se passait très bien. C'était quelque chose de tout. En 57, donc j'ai eu mon bac. Je sors pour partir. C'était le 14 juillet. Et à cet âge-là, enfin, à cette époque-là, même quand on avait 18 ans, 17 ans, on était quand même des petites filles dans la tête. On aimait les choses qu'on faisait quand on était jeune. Et donc, pour moi, le 14 juillet, j'avais voir un peu d'artifice. Et j'arrive à la maison, mon père arrive et me dit ce soir, tu quittes l'Algérie. Pour moi, ça a été un choc terrible. En disant non, mais tu travailles avec l'organisation. Parce que dans la famille, tout le monde participait à la guerre d'Algérie. Mais personne ne parlait à personne. Chacun, on n'avait pas le droit de discuter. Et mon père me dit, est-ce que tu travailles avec l'organisation? Je lui dis non, pas du tout. Enfin, j'essayais en me disant, mais tu vois papa, moi je suis allée chercher mon dossier, je vais m'inscrire à la PAT, on fait des trucs comme ça. Il me dit, dis-moi la vérité. Et là, il me dit, voilà, en face de notre maison, il y avait un commissariat qui nous a vu, qui a vu naître mes parents, mes grands-parents, pas mes grands-parents, mais mes parents, mes tantes, mes oncles. Et il a appelé mon père en lui disant, écoute, voilà. Le commissaire. Le commissaire lui-même a appelé mon père, il m'a dit, j'aimerais vous voir. Il a dit à mon père, voilà, il faut que ta fille quitte l'Algérie ce soir. Parce que demain matin, les parachutistes vont venir l'arrêter. Et à ce moment-là, moi j'y croyais pas, et mon père me dit non, tu dois partir ce soir, il faut absolument, le commissaire nous a fait des papiers, parce que moi j'avais pas de carte d'identité, j'avais ma carte de lycéenne, donc j'avais une carte d'identité, il a donné un laissez-passer à mon père pour m'accompagner à l'aéroport, mais il fallait en parler à personne, ni à ma mère, ni à mes cousines, ni à mes tantes, ni personne. Il fallait que je fasse une petite valise et que je parte comme ça clandestinement. Ça a été très pénible. Donc on est arrivé à la Maison Blanche vers 11h du soir. Il y avait un brevet de pont. À l'époque, c'était un russe, un avion russe qui s'arrêtait à Marseille. Et de Marseille, il repartait sur Paris. Et le commissaire a dit à mon père, il y a ta sœur qui est en Bretagne, il y a ta belle-sœur qui est à Paris, elle va là-bas. S'il n'y a pas de problème, une semaine après, on l'a fait revenir en Algérie. Resté combien de temps? 5 ans. On va passer à la France, justement. Je suis désolé, on est obligé à chaque fois de sauter. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on arrive à Paris? C'est-à-dire, arrivé à Paris, j'ai appris que le lendemain matin, effectivement, à 6h du matin, les parachutistes étaient à la maison, ils ont fouillé, etc. Mais ils ont été corrects, ils ont fait leur travail. Par contre, on avait tout un groupe de vendus qu'on appelait les Bleus, qui pour de l'argent, ils avaient dire aux militaires, etc. Ils dénonçaient même les personnes qui n'ont rien fait, mais uniquement comme ça. Et donc, et ceux-là, c'était vraiment des traîtres. Ils sont venus à la maison, ils ont tout cassé, ils ont tout en disant oui, ta fille, ma mère, ta fille est au maquis, mais tu verras, elle reviendra soit dans un cercueil, soit avec une moto. Et donc, quand je suis arrivée à Paris, il y avait ma tante, mon oncle était à la mosquée de Paris, ma tante aussi, donc et Safia était partie elle était partie à Moscou. Donc je la renvoie que j'arrive le lendemain de leur arrivée. Enfin, la veille de leur arrivée plutôt. Et donc, je passe la journée là-bas, et puis le lendemain, je vois des gens qui viennent vers moi en me disant voilà, il faut que tu travailles dans l'organisation et tout ça. Et moi, ça me faisait peur parce que je me dis est-ce que ces gens-là ne font pas partie de ceux qui sont rentrés chez mes parents et qui les ont menacés et qui ont tout cassé, etc. Donc je leur disais non, moi je vais chez ma tante en Bretagne, je ne peux pas rester, etc. Et j'étais vraiment
au bout de 2-3 jours, j'ai rencontré quelqu'un que je connaissais de réputation. Il m'a dit non, il n'y a absolument rien à craindre. Ce que tu vas faire, c'est que, parce qu'avant les détenus algériens étaient droit commun. Et la Fédération de France a créé d'avocats pour défendre les détenus et qu'ils soient détenus politiques. Donc la personne me dit voilà, tu feras partie de ce groupe d'avocats. Donc il y avait des avocats algériens, il y avait Maître Sédic, Maître El Abdallah, il y avait Maître Bergès, il y avait Maître Bolivar, il y avait vraiment de très très bons avocats qui étaient prêts. Et c'est comme ça que j'ai rejoint le collectif des avocats. Alors, excuse-moi de t'interrompre, tu peux décrire en fait ce que c'est ces photos qu'on voit, où elles sont prises et qui sont ces gens? Parce que c'est lié à cette activité justement. Donc ces photos-là sont prises à Turcan. Turcan, c'est un château de la Loire. Quand les 5 chefs de la révolution ont été arrêtés, leur avion a été détourné entre le Maroc et la Tunisie. Ils ont été arrêtés à Alger et le général de Gaulle avait peur qu'ils soient assassinés. Donc il a tout fait pour qu'ils soient rejoindre tout de suite la France. Ils étaient à la santé, après ils sont allés à prison de la santé. À la prison de la santé. Après ils les ont emmenés à l'Index. Et puis 6 mois après, ils les ont emmenés au château de Turcan. Et là, qui sont, tu peux dire qui sont ces gens qu'on voit, donc c'est toi qu'on voit dans cette photo. Oui, alors là c'est Ben Bella. À gauche, en haut, en haut à gauche. En gueule, à gauche. Là c'est Bitat, à droite. C'est qui Bitat? Bitat, c'est un militant de la première heure, un travailleur très discret, mais c'était quelqu'un de... Et qui est là au premier jour de l'insurrection en 54. Oui, exactement, c'est qu'il est parti. En bas à gauche? Alors en bas à gauche, il y a oui, alors ça c'est Boudia, ça c'est Ben Bella à côté de lui, ça c'est Frieder, c'est aussi un ancien militant, parce que ce sont des gens qui ont commencé la révolution 20 ans ou 30 ans avant 1954, 1er novembre 54. Ils ont été clandestins, donc c'est des gens vraiment. Et les messieurs qui est là avec sa femme et les enfants, je tiens la petite, c'est la famille de Frieder. Qu'est-ce que tu faisais quand tu allais les voir? Quel était ton rôle? Mon rôle, c'était tous les week-ends, je partais le vendredi et je rentrais le dimanche, je leur apportais tous les dossiers parce qu'ils étaient toujours très inquiets, comment se portent les prisonniers, est-ce qu'il y a un truc, enfin, donc ils voulaient avoir vraiment des nouvelles de ce qui se passait, comment sont les émigrés, et donc on avait toujours des dossiers et on leur apportait ça, je leur apportais ça quand j'arrivais. Et quand ils le prenaient et ils me donnaient ce qu'il fallait faire, des nouvelles, enfin bref, c'était très... J'ai deux questions. La première, est-ce qu'eux étaient encore actifs? C'est-à-dire, est-ce qu'ils étaient actifs dans ce qui se passait à l'extérieur? Ou est-ce qu'ils étaient à ce moment-là un peu hors jeu finalement? C'est-à-dire qu'ils étaient coupés du reste du mouvement? Non, pas hors jeu, ils étaient coupés, parce qu'ils étaient enfermés dans un endroit au départ, il n'y avait pas beaucoup de visites. Il y avait par exemple l'homme l'un des premiers, pas premier ministre, mais l'un des hommes de confiance du roi. Du roi du Maroc. Du roi du Maroc. Donc il venait, et c'était quelqu'un qui était très... qui avait beaucoup, qui leur apportait aussi des nouvelles, comment ça se passait, etc. Il n'y avait pas beaucoup de... Il y avait des avocats qui venaient les voir. Il y avait le CDR qui allait. Et quelle était la relation entre eux? Parce qu'on a toujours dit qu'il y avait des tensions entre tous ces hommes-là, entre Ben Bella et Boudiaf, entre Khedol et Ben Bella. C'était pas là? Non. Avec Aït Ahmed, qu'on ne voit pas dans cette photo. Oui, Aït Ahmed, c'est à part. Il n'y avait pas de tension entre eux. Parce qu'ils étaient toujours ensemble, bien sûr, mais il n'y avait aucune tension. Avec Ahmed, c'était quelqu'un qui était assez, pas secret, mais assez blessé, parce
il vivait seul, donc il n'avait pas de nouvelles de sa femme, ni des enfants. Alors que Frieder, sa femme et ses enfants venaient tout le temps passer un mois là-bas et repartaient. Mais moi, quand j'arrivais là, je passais une demi-heure avec chacun. Parce ils voulaient avoir des nouvelles, ils voulaient voir comment ça se passait, ils avaient besoin de certaines choses, donc on parlait de ce qui se passe à la fédération, les difficultés qu'on rencontre, etc. Et donc, ce que je faisais, c'est que je passais une demi-heure avec chacun pour leur donner des nouvelles, pour quelquefois en plaisanter, leur raconter des histoires, pour pouvoir détendre, parce que c'était très... Et puis je passais le week-end avec eux, et quelquefois ils avaient besoin de... Déjà c'était les livres. C'était heureusement qu'on avait un ami qui était éditeur, sinon ça aurait été une catastrophe parce que les livres pour lui c'était sa passion. Avec Ahmed aussi, il était très intéressé par ce qui se passait, les livres, etc. Frieder, c'était quelqu'un qui avait toujours de l'humour, qui s'amusait, qui riait. Boudia était plus fermé, mais on parlait. De toute façon, moi je passais toute la journée comme ça, à parler avec l'un et l'autre, pour leur donner des nouvelles. Et puis, le fait d'être toujours, même entre eux, enfermés, quelquefois ils avaient besoin d'avoir quelque chose de l'extérieur. Et c'est ce qu'ils faisaient. Et puis je rentrais le soir aussi avec des documents, parce qu'ils racontaient, comme s'ils avaient des contacts, donc ils racontaient voilà ce qui s'est passé, voilà ce qu'on a eu. Je vais devoir sauter vraiment loin pour terminer, malheureusement. La même question qu'on a posée à Safia. On arrive déjà, donc là on est déjà vers 61, etc. On va arriver vers 62, ils vont être libérés, vous allez rentrer en Algérie. Tu n'es pas Alger non plus, donc pareil. Est-ce que tu peux raconter pareil, selon le retour en Algérie? Oui, parce que moi je ne suis pas rentrée directement en Algérie. Lorsqu'il y a eu la libération des 5, je devais partir avec eux. Mais il y a eu un bruit, c'était le cabinet politique, il y avait un bruit que l'OAS voulait faire un attentat pour les 5 qui devaient sortir ce jour-là, parce que c'était peu, donc ils devaient rejoindre. Et donc j'étais avec eux, on a passé toute la soirée, et puis on m'a dit bon, on coupe la sauce jusqu'au matin. Il y avait justement l'homme du roi du Maroc qui était là. Ils m'ont dit tu vas partir avec lui, parce qu'il y avait des journalistes partout, ils vont suivre la voiture. Et peut-être que si vraiment il y a quelqu'un qui prépare un attentat, ils vont peut-être essayer dessus. Et puis nous, on va sortir juste après. C'est ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que je ne sais pas accompagner. Et comment tu es rentré en Algérie? Alors, je suis rentrée en Algérie. J'ai reçu. La Sauvagesse était au Maroc depuis 1 an. Et il y avait un ami qui s'appelait Bob Sidi, qui était un dessinateur très connu en France, et qui m'a dit tu viens, il y a quelqu'un qui veut te rencontrer. Et donc je vais chez lui et je rencontre Vergès qui me dit voilà, l'avocat Jacques Vergès, qui me dit voilà, Mélane m'a dit qu'il fallait absolument que tu rentres directement parce que tu viens au Maroc et du Maroc tu rentres sur l'Algérie. C'est comme ça que je suis rentrée. Je suis allée le lendemain, 48 heures après, je suis partie à Rabat. Il y avait un ami aussi des 5, c'était le Dr Fatek, c'était un ministre marocain, moitié algérien, moitié marocain, qui était un très très bon ami, donc j'étais chez lui. Et le lendemain, j'ai pris le train jusqu'à la frontière. Et qui t'attend à la frontière? Oui, c'était Bouteflika qui m'attendait. Et donc c'est lui qui m'a fait rentrer parce je devais rejoindre Tlemcen, qui est une ville pas loin de la frontière, dans la région de l'Oranie. Et il y a même du bureau politique qui s'était composé là-bas. Donc il fallait rejoindre qu'on appelait la Villa Rivo à Tlemcen. Et c'est là que j'ai rencontré Boumediene pour la première fois. Alors, il y aurait beaucoup d'histoires à raconter. Pour finir, je voudrais la même chose que je demandais à Safia tout à l'heure. Donc tu quittes l'Algérie en 57, tu reviens en 62, tu disais que tu avais espéré partir pour 15 jours, tu es parti pour 5 ans. C'est ce sentiment, c'est quoi ce sentiment de rentrer chez soi? Eh bien, j'ai eu de la chance parce que je suis rentrée plus tôt que Safia, parce que nous, de Tlemcen, on est allé à Rouen.
Je suis restée une semaine, et puis après je suis rentrée avant tout le monde à Alger. Et donc il y avait toute cette joie qu'il y avait quand Benfada est rentré, ça a été exactement pareil. Donc c'était la joie, il est resté. Benfada qui était le président du GPA. Voilà, le président du GPA. Donc tout le monde était heureux, dansait, etc. Et moi quand je suis rentrée, donc ils savaient que l'équipe allait, ce qu'ils appelaient l'équipe de Turcan rentrer, et il y a eu exactement les mêmes manifestations. Et c'était formidable parce que moi je dis, j'ai pleuré, mais beaucoup de gens ont dû pleurer, parce que de voir ces gens-là qui dansaient, qui enlevaient leur voile, qui chantaient, qui pleuraient, il y avait une joie extraordinaire. Et ça, c'est un moment très, très beau et très dur pour nous. Parce que nous, on revenait de loin et c'était émouvant. On était heureux et en même temps, on pleurait de joie. Et il y avait des douleurs parce que beaucoup de personnes sont parties qu'on connaissait avant et c'est ça qui a été un peu pénible. Et quand on parle des gens qui partent, c'est tous ces portraits, c'est tous ces gens qui sont là à ce moment-là, qui font la révolution. Tous ces gens ont été formidables. Il y a ceux qui ont eu peut-être des faiblesses ou qui ont été difficiles. Mais c'était très difficile parce que la clandestinité, ça diminue un être. Quand on est obligé de ne pas se montrer, c'est pas facile. Mais pour moi, tout ça, c'est le bonheur de l'Algérie. Tous ces femmes, tous ces hommes qui sont là ont été formidables. Même s'ils ont commis certaines choses, mais on ne peut pas les juger parce que dans quelles conditions ils ont fait ça. Moi, c'est cette question que je me pose toujours parce que quelquefois, je sais qu'une parente m'a dit tu connais Boumediene, qu'est-ce que tu en penses? Je dis oui, mais moi j'ai pas connu Boumediene aux frontières, j'ai connu Boumediene, donc je ne peux pas dire il n'aurait pas dû faire ça, il a peut-être fait des choses terribles, mais moi je ne peux pas parler des choses que je n'ai pas vues. Moi je raconte les choses que j'ai vécues, les personnes que j'ai connues et que j'ai vues. Mais dire un tel, oui c'est vrai, je ne peux pas. Il y a beaucoup de personnes comme ça qu'on a essayé de. Mais pour moi, ce sont tous des hommes formidables parce qu'ils ont donné une partie de leur vie et ils ont quand même participé à beaucoup de choses à la révolution algérienne.